Mesdames, Messieurs, bon après-midi, bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. Vous êtes Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Deux invités de marque encore cet après-midi sur ce plateau. À ma droite, Simon D qui est avec nous encore cet après-midi. Simon D qui est panafricaniste. Simon D, bonjour, bienvenue à vous. Bonsoir, combattant Gauss. Merci encore une fois de m'avoir invité pour cette très grande émission. C'est toujours un plaisir de me retrouver sur ce plateau. Je voudrais dire sincèrement merci à celui qui a eu l'idée de lancer encore une chaîne panafricaine. Je voudrais saluer mon compatriote que tu auras l'occasion de présenter. Je voudrais dire bonsoir à tous les téléspectateurs de Pan-African Media. Et je dis encore une fois merci pour le travail que vous abattez pour l'éveil des consciences. Très heureux de vous avoir, Simon D, encore cet après-midi sur notre plateau. À ma gauche, Patient Pafedom, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve Jocelyn-Gauss, bonjour à mon ami, mon frère, mon camarade de très longue date, Simon D, l'homme de l'Afrique, l'homme 1 milliard de proverbes. Je vous apprends plus grand chose. Bonjour à nos nombreux internautes, je ne sais pas comment on les appelle encore. Continuer de leur dire merci pour leur fidélité à cette chaîne, à ce beau programme. Et beaucoup de courage à vous, c'est pas évident. Bonjour à l'équipe technique qui est de plus en plus étoffée et qui nous permet d'avoir les belles images et un confort d'écoute. Vraiment chapeau et que Dieu le puisse. Merci pour l'invitation. Je rappelle que vous et Simon D, vous faites partie du même parti politique, l'UPC. Évidemment. Vous êtes des camarades? Oui, parmi les deux de la nouvelle génération après la sortie de la clandestinité, mais nous étions en clandestinité aussi, et je peux vous assurer. Non, surtout beaucoup de souffrances partagées. Si je vous dis que ce monsieur qui est face à moi, dans une salle de torture, où nous étions tous les deux en train d'être torturés d'une manière violente, il a eu des côtes cassées. Il était tout ensanglanté. Je pense que la tête avait été touchée aussi. C'est vrai, de mon côté, on me donnait des coups, je criais, mais je regardais Simon D, je n'étais pas sûr qu'au sortir de cette salle de torture, je l'aurais encore vivant. Donc chaque fois que je le vois, c'est toujours un plaisir. Dans tous les cas, Simon D est avec nous cet après-midi. Il n'est pas mort, il est toujours debout. Et ce n'est pas la première fois qu'il passe par là. Je rappelle également à tous les Ivoiriens, parce que nous allons parler de la Côte d'Ivoire dans un instant. Il a quand même été un peu en exil, un peu partout sur le continent noir. Messieurs, bienvenue à vous. Une interrogation cet après-midi. Côte d'Ivoire présidentielle 2025, Gbagbo, le grand absent. Ce sera notre grande interrogation. Oui, nous nous interrogeons sur le cas Gbagbo lors de cette présidentielle de 2025 qui s'annonce. D'ailleurs, rappelons, mesdames, messieurs, que Laurent Gbagbo a accepté d'être le candidat du PPACI, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, à l'élection présidentielle de 2025. Avait d'ailleurs annoncé samedi, en mars dernier, sa formation politique à l'issue d'une réunion de son comité central. L'ex-président de la Côte d'Ivoire de 2000 à 2011 est pourtant inéligible, comme on le fait savoir, du côté de la Côte d'Ivoire. Acquitté par la justice internationale de crimes contre l'humanité commis lors de la sanglante crise post-électorale de 2010 à 2011, Laurent Gbagbo avait été condamné en 2018 dans son pays à 20 ans de prison pour le braquage de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCAO. C'était en 2011. D'ailleurs, rappelons à nos téléspectateurs que à cette époque, Alassane Dramane Ouattara partageait d'ailleurs les condamnations de 20 ans à Bous. Que veux-tu? Il avait été gracié, il faut le rappeler également, en 2022 par le même Alassane Dramane Ouattara, mais pas amnistié. Il y a donc une différence entre être gracié et être amnistié. Si la grâce permet au condamné de ne pas devoir purger sa peine, elle ne l'annule pas, contrairement à l'amnistie. Et une personne condamnée ne peut donc pas se présenter à une quelconque élection et pas du tout une élection présidentielle. Le PPACI dit prévoir un congrès extraordinaire pour la désignation formelle de Laurent Gbagbo comme candidat et annonce que la priorité du parti est désormais accordée à l'élection présidentielle et aux autres échéances électorales de 2025. Il souhaite également obtenir la réinscription du nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale, mais surtout sur la liste des personnes éligibles lors de cette élection 2025. La condamnation prononcée en 2018 avait entraîné, on va le dire comme ça, la déchéance des droits civiques et politiques de l'ex-président et dans la radiation des listes électorales. On se pose donc la question aujourd'hui de savoir quelle serait une élection présidentielle sans
Laurent Koudou Gbagbo, sans Alassane Dramane Ouattara et peut-être même Guillaume Soro. On parle également de plusieurs absents. On parle également de Blé Goudé. On se pose en tout cas des questions tout au long de cette édition de Par le panafricanisme. Mais notre grande interrogation, Côte d'Ivoire présidentielle 2025, Gbagbo, le grand absent, en tout cas, c'est notre grande interrogation. Je vais démarrer avec vous, patient par Fendom. Nous parlons de Laurent Koudou Gbagbo. De ce côté-là, en tout cas, son parti, le PPA, CI Côte d'Ivoire, nous fait savoir qu'il est le candidat légitime de ce parti politique. Mais pourtant, on le dit comme ça dans les annales, il n'est pas éligible. Écoutez, je pense que Laurent Gbagbo, comme à son naturel, il est en lutte. Il est en lutte et il continue cette lutte-là, malgré les écueils conduisant sur sa route. Laurent Gbagbo et son parti sont aussi en pleine démonstration de fait qu'un certain nombre de choses qui l'ont été affublées sont de l'ordre de fantasmes, d'autant plus que les plus énormissimes qui ont été les crimes supposés qu'ils auraient commis en Côte d'Ivoire après la crise post-électorale ont été complètement balayés par la CPI. Alors, je vous rappelle quand même que ce pourquoi se fondent aujourd'hui les adversaires du président Laurent Gbagbo pour clamer sa condamnation à 20 ans qui le rendrait illégitime, illégitime à participer à une quelconque élection, donc il est inéligible, est dû au fait qu'on l'accuse d'avoir participé à la casse de la BCEAO. Ça fait rigoler pour ceux qui connaissent l'histoire. Tout le monde sait que c'est faux et archi-faux. Et pire, ceux qui ont été à l'origine de cette casse de la BCEAO, ils sont non seulement libres, mais beaucoup sont en fonction dans le camp de M. Ouattara. Et comme le disait son fils putatif, je cite Blé Goudé, il faut demander les dents de la panthère à celui qui a mangé la panthère. Alors, vous avez bien égrené, n'est-ce pas, le dispositif de la loi entre la grâce présidentielle et l'amnistie. D'accord. Gbagbo a été gracié, ça a été fait exprès par M. Ouattara pour tenter justement de l'écarter de la compétition à venir en 2025. Comme Gbagbo est un combattant, il continue la bagarre. Quand il a accepté la proposition, j'allais dire, la demande, la quête, même la pression de son parti pour qu'il puisse se présenter, à partir du moment où il a accepté, il a expliqué pourquoi il a accepté. Il a expliqué pourquoi il va continuer cette lutte jusqu'à sa réinscription dans la liste électorale. Et vous avez encore bien fait de faire des distinguos. Le fait que vous soyez inscrit dans la liste électorale ne vous donne pas automatiquement le droit d'être éligible. Bon, donc il n'y a que cette prétendue grâce, cette amnistie de M. Ouattara, et c'est ce que tout le monde demandait, tous les hommes politiques sensés demandaient, qui peut donner la possibilité à Laurent Gbagbo de le faire. Mais vous savez, la liberté ne se donne pas et s'arrache. M. Laurent Gbagbo continue ce combat, premièrement, pour qu'aucune souillure, même s'il est exclu du jeu, ne puisse pas prendre corps sur sa personne. Il dénonce cela haut et fort sur la place nationale et internationale. Il démontre à suffisance qu'en réalité, ce complot-là ne peut pas tenir au vu des faits sur ce qui s'est passé. Ça fera partie d'un des pans de sa bataille politique, justement, pour mieux étoffer sa candidature pour les élections à venir. Bon, maintenant on verra. C'est une question de rapport de force aussi. N'oublions pas aussi que la Côte d'Ivoire a beau être cette Côte d'Ivoire dirigée par M. Ouattara, qui était hier le chercheur de l'Occident, il y a quand même eu des mouvements au niveau de la sous-région qui, je pense, à mon sens, vont créer une gêne, pas des moindres, au niveau du camp occidental, si on continue de pratiquer l'exclusion par des arguties aussi idiotes que cette affaire de la casse de la BCEAO, dont le président Laurent Gbagbo aurait été l'auteur, autant pour moi, et d'autant plus que toutes les preuves sont là qui prouvent que cette casse-là n'était pas faite par M. Laurent Gbagbo. Alors, il faut qu'on redéfinisse les charges, si maintenant ils ont le courage de le faire. Au de parler de casse, la BCEAO, parce que vous savez, la réunion qui s'est tenue à Bamako, on avait dit maintenant on ferme les robinets, vous n'avez plus le droit. Toutes les institutions financières, les banques, même commerciales qui étaient présentes à Abidjan, ne doivent plus continuer à travailler correctement et à servir les fonctionnaires ivoiriens comme cela se devait.
Qu'a fait le président Laurent Gbagbo? Il a tout simplement nationalisé ces banques occidentales qui avaient appliqué cette décision et dont les dirigeants avaient même pris les bagages, étaient partis de la Côte d'Ivoire. Il les a nationalisés et il a convoqué le reste du personnel ivoirien à rouvrir les portes et à reprendre le service de manière normale. Si c'est ça, la casse dont il faut qu'on ait le courage, je te dis que pour avoir nationalisé une banque, pour permettre, n'est-ce pas, aux finances de pays, mais surtout à la vie de l'État de poursuivre son bonhomme de chemin, si c'est pour cela qu'on veut condamner Laurent Gbagbo, qu'on dise. Mais si le reste, ce sont les chemins. Vous avez retrouvé, vous savez, vous êtes un journaliste d'investigation, les liasses de billets, n'est-ce pas, de cette banque, la casse de BCAO, on les a retrouvés un peu partout, au Sénégal, au Mali, au Niger, souvent même dans les palais présidentiels. Vous savez pertinemment. Donc, je crois que Laurent Gbagbo est dans son droit, de continuer cette bagarre, parce que cette bagarre, sur le plan symbolique, a plusieurs dimensions. Mais elle peut aussi mieux être comme une véritable lampe de renseignement de la véritable campagne présidentielle de Laurent Gbagbo, s'il réussit, et je pense qu'il est déterminé, il réussira à sortir de cette... de ce complot qui a été ourdi contre lui, alors que tous les éléments aujourd'hui démontrent évidemment que Laurent Gbagbo n'est pour rien. Alors, quid de la décision de la CPI? Parce que la décision de la CPI, elle aussi, elle est quand même grave. Posez-vous la question, si Laurent Gbagbo a été condamné à 20 ans, pourquoi est-il toujours libre? Pourquoi n'a-t-il pas toujours été arrêté? Est-ce que M. Ouattara va maintenant appliquer la loi en fonction de ses humeurs? La loi est la loi. Dura lex, dites-vous, vous les juristes. Donc, si Laurent Gbagbo est donc condamné à 20 ans, mais qu'on l'arrête et qu'on l'envoie en prison, pourquoi là il est libre? Au nom de quoi est-il libre aujourd'hui? Parce qu'on sait pertinemment que les décisions de la CPI, qui sont une juridiction, n'est-ce pas, supra par rapport à la juridiction ivoirienne, et c'est eux qui l'ont d'ailleurs envoyé là-bas, a complètement blanchi Monsieur le président Laurent Gbagbo de toutes ces prétendues charges-là. Donc, une fois de plus, nous sommes là au début d'une bataille, mais d'une bataille extrêmement féroce, parce que le dénouement de cette question-là ne sera pas seulement réduit, n'est-ce pas, au simple contexte ivoirien. Je vous rappelle que Laurent Gbagbo a été reçu par l'Union européenne. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que l'Union européenne est en train de voir ce qui se passe au niveau de l'AES. Avec le fait que beaucoup d'Africains commencent à se dire que la question des élections dites démocratiques, en réalité, est c'est de l'esbrouf, si on peut parler ainsi. Malheureusement, ils ont besoin de vendre ce mot d'ascension au pouvoir, qui est la voie des urnes et la voie électorale. Et c'est pour cela que vous voyez, ils chantent et ils nous vendent ce qui s'est passé au niveau du Sénégal. Donc, comment vont-ils faire? Alors que Laurent Gbagbo, à sa question de la constitution ivoirienne actuelle, qui a été d'ailleurs l'œuvre de M. Ouattara, et qu'il a bichonné, et qui a fait le forcing pour qu'elle soit validée, cette constitution, par rapport à l'âge, M. Laurent Gbagbo est dans le bon timing, il peut être candidat. Mais par contre, cette même constitution, attention, par rapport aux dispositions qui concernent l'âge, n'est-ce pas, du candidat pour pouvoir être candidaté pour les présidentielles, même M. Ouattara hors jeu. Attention. Donc, il y a beaucoup de batailles dans cette prétendue bataille de l'exclusion du président Laurent Gbagbo de cette présidentielle, qui font qu'elles vont être l'un des piliers importants, l'une des armes, n'est-ce pas, de cette mobilisation du peuple ivoirien pour avoir des élections justes, libres et transparentes, j'allais dire les élections crédibles. Et en cela, le président Laurent Gbagbo, en véritable combattant, en véritable guerrier, va une fois de plus aller à l'abordage pour que, son honneur soit sauf, mais deuxièmement, qu'il montre aux yeux des Ivoiriens qu'il est toujours en forme, surtout quand il s'agit de se battre pour la dignité de la Côte d'Ivoire. Simon de Sédouza pour dire contre Laurent Gbagbo, quand on le gracie au lieu de l'amnistier, parce qu'on savait pertinemment que demain après-demain, lors d'une élection quelconque, il pourra être candidat? Vous savez, monsieur Ngos, je ne sais pas aussi pertinent que mon camarade Ngom, mais il faut savoir que le serpent peut changer de peau, mais son venin ne change pas. Oui. Mais son venin ne change pas. La France, quand on est dans une machine qu'on appelle la France, et dans le mot souffrance, il y a France. Quand vous engagez dans une histoire qu'on appelle France, sachez que vous êtes dans la souffrance.
Je n'arrêterai jamais de le dire. Regardez, tous les pays du précaré français, ils sont dans le même schéma, la souffrance permanente. Dites-vous bien, M. Ngos, ceux qui ne savent pas qu'ils marchent dans l'obscurité ne verront jamais la lumière. Ceux qui ne savent pas qu'ils marchent dans l'obscurité ne verront jamais la lumière. Ceci dit, un monsieur qui était dans le palais présidentiel, les Français ont bombardé le palais. Après, on trouve que quelqu'un qui était enfermé dans un palais est parti détruire, voler dans une banque. Si ce n'est pas la sorcellerie, dites-moi ce que c'est. Je voudrais comprendre. Et on condamne ce monsieur à 20 ans. Il y a une structure qui s'appelle CPI, qui est spécialiste dans la condamnation des pays pauvres très embêtés, ou bien endettés, comme vous voulez. Vous savez, moi je vous dis, j'étais à l'école, je n'étais pas en classe. Ce qui fait que, aujourd'hui, il faudrait que les Africains se réveillent. Le Mali, le Sénégal, le Niger, ils sont en train de nous parler. Et c'est ça qui fait peur à ces gens qui, à chaque seconde, ils se disent, on va faire comment? Ils cherchent des voies et moyens pour chercher à encore embrouiller les Africains. Oh, ils ont pris le caillou, l'oiseau a vu. Vous savez, comme on dit toujours, le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. La France a une méthode qu'ils ont appliquée depuis la nuit des temps. Et je vais avoir un coup de gueule parce que je suis choqué. Comment vous pouvez penser qu'un pays comme la France, en Afrique, il y a des entreprises comme Total, Total Énergie, Canal 2, Orange, Canal Plus, Orange, toutes ces histoires qui ne produisent rien en Afrique. Les Français, ils sont là pour piller, détruire l'Afrique. Ils ne payent pas les impôts dans les pays africains, depuis la nuit des temps. Un Français qui travaille en Afrique, il paye ses impôts en France. Pendant des années. Et on est là, on regarde. Des gens viennent, ils nous parlent de démocratie, on va élire Gbagbo, on va faire les élections. Ces gens sont en train de faire la campagne du président Gbagbo. Ces détracteurs sont en train de faire sa campagne. Ils ont lancé une très forte campagne. Parce que Gbagbo ne parle pas, ce sont eux qui font sa campagne. On dit Gbagbo va se présenter, il ne va pas se présenter. Plus vous parlez, plus vous attirez l'attention des gens sur la personne de Gbagbo qui ne s'exprime même pas. Le jour qu'il va s'élever, tout le monde l'aura connu dans le pays. Parce qu'il était déjà connu. Maintenant, vous l'avez fait oublier pendant 20 ans. Maintenant, il revient plus connu qu'avant. Parce qu'il a payé pour le peuple. Il a payé un lourd tribut pour le peuple. C'est que le voyou de Ouattara n'a jamais fait. Au contraire, il est au service de la colonisation. Il l'a pour tirer l'Afrique vers le trou. Pour faire en sorte que ça dit, ce sont les esclaves de toilettes. Même pas des maisons, parce que les maisons, c'est gentil. Les Ouattara sont des esclaves de toilettes parce qu'ils sont là à tirer l'Afrique vers le tréfonds de la poubelle. Et c'est honteux. Je dis encore, qu'on le veuille ou pas, Gbagbo, candidat ou pas candidat, mais quelqu'un qui va être chef d'État de la Côte d'Ivoire, demain, va dépendre de Gbagbo. Comment qu'on descende, si ce n'est pas Gbagbo. Qu'on fasse n'importe quoi, on ne peut pas dire ce qu'on veut. Ce sera quelqu'un qui va sortir, soit du parti de Gbagbo, soit Gbagbo lui-même. Je ne suis pas un prophète. Je suis un indigène qui réfléchit un peu et qui peut faire des prévisions. Je vous dis encore une fois, qu'on aime, qu'on n'aime pas, le PPRC, il va avoir un candidat qui va être à la tête de la Côte d'Ivoire. Vous pensez que ce qui se passe autour de là, ça ne dit rien? Ça ne dit rien. On voit un pays qui hier était dans la précarité totale mettre en place une raffinerie d'or. Ils sont en train de mettre des centraux nucléaires. Et vous voulez qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, on coupe l'électricité chaque jour ou maintenant, comme en France, que les Ivoiriens restent là à regarder, à admirer un toto qu'on appelle Ouattara? Je suis désolé. Il a beau faire son cinéma, faire son bruit comme il fait. Pourtant, on nous parle quand même d'une croissance à 2 chiffres du côté de la Côte d'Ivoire. On parle même d'ailleurs parmi les pays les plus africains, c'est l'un des pays les plus mieux lotis aujourd'hui. C'est ce qu'on fait savoir. Ah oui, parce que quand on coupe l'électricité, chaque jour c'est mieux loti. Non, c'est la preuve de la réussite. On peut applaudir. Il y a des ponts, il y a des routes, il y a des ponts. Mais ils sont endettés comme vous ne pouvez pas imaginer. Si vous êtes dans un pays où les enfants vont payer pendant 100 ans les dettes, vous appelez ça développement? Non, arrêtons de... Il y a quand même un ambassadeur français qui est passé quand même dans une télévision nationale du côté de la Côte d'Ivoire, qui a tellement encensé, s'il faut le dire ainsi, la Côte d'Ivoire. Mais, mon frère, vous voulez qu'il dise le contraire? Attendez.
C'est la bouche qui reçoit, qui admire. Il est obligé, puisque c'est la Côte d'Ivoire qui leur fait manger. S'il ne dit pas ça, Ouattara ne va pas lui donner un peu. Ouattara a pris plein d'argent, il a investi en France. Ils savent que si demain Ouattara n'est pas là, ils sont multimilliardaires, ils n'ont pas besoin de la vie de Ouattara, puisqu'il va aller là-bas. Rappelez-vous que, voilà Macky le Sall, dès qu'on l'a chassé, le même jour il a pris l'avion pour aller à l'étranger. La plupart des chefs d'État africains, du précaré français, quand ils quittent du pouvoir, non, la direction c'est... On va en Europe directement. Pourquoi ils vont? Ils aiment tellement l'Europe où ils aiment leur pays. Donc ils servaient l'Europe où ils servaient leur pays. Ça devrait interpeller les Africains. Il faut qu'on ouvre les yeux. Parce que je voudrais que les Africains comprennent. Et ils ont même déjà compris. Parce que le travail que vous avez fait, pendant des années, c'est en train de payer, M. Ngoz. Ne l'oubliez jamais. Vous avez fait un travail, je parle des journalistes, des panafricanistes en général. On a fait un travail extrêmement important de ce qu'aujourd'hui, les gens nous ont traités tout le nom, on nous appelait les aboyeurs. Mais on est en train d'aboyer, on continue. Je ne veux pas me fatiguer d'aboyer. Mais au moins, je commence à voir la preuve de mon aboiement. Vous appelez ça aboiement? Oui. Voilà. On est en train de voir. On a tellement aboyé que le monde est en train de se réveiller en étant heureux comme vous ne pouvez pas imaginer. Parce qu'aujourd'hui, même celui qui hier ne parlait pas du panafricanisme, il est devenu plus panafricaniste que les gens qui l'insultaient hier. Curieusement. Donc, rassurez-vous, M. Ngoz. Ce qui m'embête, et c'est un coup de gueule, c'est par là que je suis sorti, qu'il y a des compagnies en Afrique, françaises, depuis des décennies, ils ont signé des contrats de je ne sais pas comment vous appelez, esclavagistes. Ils font en Afrique ce qu'ils veulent. Au Mali, par exemple, il y avait des coins où aucun Africain ne pouvait mettre les pieds. Aucun gouvernement malien ne pouvait mettre les pieds. La zone de Kidal, c'était leur zone. Ils avaient fait de ça ce qu'ils veulent. De sorte qu'il y avait un tunnel qui prenait l'or, le diamant de Kidal jusqu'en Algérie. Le pétrole. Et ils étaient en accord avec l'Algérie, la France. Et vous voulez qu'un pays comme ça reste tranquille quand on est en train de tout leur arracher? Ils sont obligés de se battre. Mais ils ne vont pas se battre avec les Africains parce que n'importe comment, ils vont quitter l'Afrique. Ils sont partis. Quand vous voyez le Sénégal avec nos techniciens là, mais dites-vous bien que avec nos politiciens, des jeunes politiciens là, mais c'est un plaisir de les voir fonctionner. Même si je meurs aujourd'hui, j'aurais contribué à la libération de l'Afrique. Rien que le Sénégal là me parle. Et je suis un homme heureux. Je ne parle pas des autres parce qu'ils sont en avance. Mais quand vous voyez que le discours de ces deux jeunes-là, mais ça réveille toute l'Afrique. Ça fait que toi-même qui a bataillé, tu peux dormir tranquille en te disant, enfin, on est libre. Que ça plaise aux Français ou pas, on n'a pas besoin de leur faire plaisir, on n'en a rien à cirer. Ils sont dans leur petit village là-bas qui nous foutent la paix. On n'a pas besoin d'eux. On est assez grand pour réfléchir. Et leur manière de parler d'une manière condescendante aux chefs d'État africains, je pense que vous avez vu Tshisekedi de la RDC répondre à Macron. Comment il lui a répondu? Clairement que monsieur, votre manière de fonctionner, ça ne peut plus passer ici. Mais il est resté tout honteux. Donc ça veut dire que les choses sont en train de changer. Et quand vous voyez même le président du Tchad encore qui est en train de jongler, il ne sait pas vraiment de quel côté il est, mais au moins il prend des décisions, il fait des déclarations qui font en sorte qu'il est prêt à s'aligner sur les pays de l'AES. Ce qui fait que c'est un plaisir de voir que l'Afrique est en train de changer. Donc vraiment, encore une fois, merci pour ce que tous les panafricanistes ont fait pour qu'on arrive à ce niveau. Et c'est votre travail, monsieur Ngoz. Merci à vous, Simon D. Patient parfait d'homme, je vais quand même revenir sur le cas de la Côte d'Ivoire, de la constitution d'Alassane Dramane Ouattara. Il faut quand même dire qu'il y avait des constitutionnalistes français qui étaient venus du côté de la Côte d'Ivoire pour changer cette constitution. Il y a le problème d'âge qui va se poser. Alassane Dramane Ouattara lui-même sera candidat à l'élection présidentielle de 2025, si jamais on regardait et on mettait en pratique la constitution. Non, mais il est hors jeu. La constitution le met hors jeu de facto. Par contre, cette constitution donne la possibilité à Laurent Gbagbo d'être candidat. Je crois que Alassane a 78 et Laurent a 75. Donc l'année prochaine, il sera 76, d'autres sera 77, 79, oui. Bon, il est totalement hors jeu, il ne peut pas être candidat. Bon, mais comme nous sommes dans les constructions france-africaines que nous connaissons, je ne serais pas étonné parce qu'en même temps, Ouattara tient un discours de type, si Laurent Gbagbo est candidat, je serai aussi candidat. On lui pose la question, et que vas-tu faire de la Constitution?
Vous voyez, mais nous sommes en Afrique où le même individu nous avait dit un jour que bon, lui ne fera pas un 3e mandat. Il est très fatigué, il va s'occuper de la fondation. Voilà, on nous a montré Gon Coulibaly comme le candidat et il a été applaudi par Macron. Macron avait beaucoup de macro, n'est-ce pas? Et les gens ont dit ça, c'est une très bonne chose. Quelques temps après, bof. Patatras, on a changé d'avis. Gon Coulibaly décède. Et Ouattara dit, bon, maintenant que Gon est mort, je me dédie. J'avale mon chapeau, je serai candidat. Le même Macron. Gon n'est pas mort, on l'a tué. Bon, ok, merci. Simo me dit qu'on l'a tué. Donc, je crois que la fiole est passée par là, peut-être. Donc, vous voyez, l'escroquerie. Bon, donc, Macron, dans son macro, applaudit de nouveau en disant oui, vraiment, il y a une situation exceptionnelle qui explique bien que le président Ouattara ne puisse pas laisser le pays à volo. C'est pour cela que, pour l'amour de la Côte d'Ivoire, il est obligé de remplir une nouvelle forme. Donc, des gens qui n'ont pas de parole, quand vous êtes face à quelqu'un qui n'a pas, dont la parole donnée ne compte que pour des je ne sais pas quoi, pour la merde, il faut faire très attention. À tout moment, il peut se dédire, contredire, redire, ce n'est pas son problème. Donc, moi, je ne serais pas surpris de voir Ouattara candidat, d'autant plus que la pression monte pour faire du candidat de PPACI, Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo. Et il sait pertinemment, c'est moi dit quelque chose de très important, que le président Laurent Gbagbo soit candidat. Qu'il a d'où quelqu'un d'autre pour un candidat, je peux vous dire que c'est de ce côté que ça va se jouer. Mais ce qui est important pour nous, les panafricains, et ce que nous souhaitons, c'est de faire un véritable pied de nez à l'Occident impérialiste. Parce que quand on déporte Laurent Gbagbo à la CPI, c'était pour qu'il ne revienne pas. En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. En Afrique. Le sol africain. C'était pour que, peut-être s'il puisse revenir, qu'il revienne à la Minnesota, c'est-à-dire que dans un cercueil, pour montrer qu'on vous a toujours dit qu'il ne faut pas faire être têtu quand les Blancs vous ont dit voici le chemin, vous voulez prendre d'autres chemins de travail. Mais Laurent Gbagbo, alors qu'il était dans le plein exercice de son pouvoir, donc la vérité historique, pour sanctifier ce combat-là, pour donner un message à la jeunesse que c'est dans la résistance qu'on connaît les vrais succès. Je pense que le symbole historique le plus important voudrait que le président Gbagbo revienne au pouvoir pour faire ce véritable pied de nez à l'Occident en leur disant que leurs ordres, l'aplavantisme africain, néocolonial et france-africain, c'est terminé. Et ce symbole-là de ce Gbagbo qui revient au pouvoir, même si c'est pour faire 2 ans et céder le pouvoir à quelqu'un d'autre, même si c'est pour faire 1 année, même si c'est pour faire, je ne sais pas, 3 ans, je pense que pour nous les Africains, il faut que nos Djengou, nos Bissima, fassent tout pour que le président Laurent Gbagbo revienne au pouvoir. Il revient au pouvoir et qu'il regarde ces Blancs-là les yeux dans les yeux en disant l'homme que vous avez voulu tuer. De là où vous avez pensé l'avoir déporté, il est venu plus que vivant, mais surtout il a repris sa place qu'il n'aurait jamais dû abandonner pour relancer le travail de la liberté de notre continent. Simon a dit quelque chose de très important. Quand vous regardez le président Laurent Gbagbo aujourd'hui, physiquement affaibli à cause des maladies, à cause des tortures, à cause des violences qu'il a subies, quand vous avez un homme comme celui-là qui a refusé d'abandonner son palais présidentiel alors que les Obama l'appelaient, quand il a subi tous ces bombes, quand il a vu son peuple être massacré, je pense qu'un monsieur comme ça, la tête de la Côte d'Ivoire, ça aura le même effet. L'onde de choc sera pareil que comme lors de la libération de Mandela. Et l'Afrique a besoin de ces moments. L'Afrique a besoin de ces symboles. C'est pour cela que je suis totalement en phase et j'apporte tout mon soutien au président Laurent Gbagbo dans ce combat. Il aurait pu dire, comme certains, pour dire, bon, écoutez les enfants, j'ai fait ma part, comme on dit vulgairement chez nous, je vous passe des témoins, à vous de continuer. Mais une fois de plus, Fidel Castro nous apprenait que le devoir d'un révolutionnaire, c'est de faire la révolution. Un révolutionnaire n'abandonne pas le combat, il mène ce combat jusqu'au bout. D'autant plus que, c'est pas nous, c'est les militants de son propre parti qui ont dit, camarade, président, papa, c'est à toi de mener
de nous mener jusqu'à la victoire finale. La victoire finale, c'était de faire revenir Laurent Gbagbo au pouvoir, c'était de redonner la dignité au peuple ivoirien, c'était de se lancer définitivement dans la dernière ligne droite pour la reconquête de la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Et il n'y a que Laurent Gbagbo pour le faire aujourd'hui avec beaucoup d'éclat. Il n'y a que lui. Personne d'autre ne peut donner la signification à la fois historique et symbolique de cette victoire du peuple ivoirien que Laurent Gbagbo aujourd'hui. Imaginez un Laurent Gbagbo de nouveau chef de l'État et qui sera à la haie devant tous les Blancs. Ah ouais. Vous imaginez ce que c'est? Cela sera 2 fois la honte de la haie pour montrer que votre tribunal à nègre là, je pense qu'il est temps pour vous de comprendre qu'à défaut de la rétorquer, il faut tout simplement la dissoudre. J'ai écouté Blé Goudé quand il était ici. Certaines questions, on n'est pas d'accord, mais au moins cela dit quelque chose de son passage là-bas. En dehors de quelques Serbes venus du tribunal sur la Yougoslavie, je ne vous ai pas de Milicevic, le gros des pensionnaires de cette prison-là ne sont que des Africains. Même les gars comme les Dominique Ongwen, on sait que Dominique Ongwen, c'était un enfant qui a été kidnappé par les rebelles de la Lord Resistance Army de Joseph Kony. Et on en a fait un enfant soldat, parce que vous savez, on dit si tu ne tues pas, on va tuer tes parents. Et on a fabriqué ce petit monstre. C'est les Ongwen qui, normalement, on de les amener dans un hôpital psychiatrique pour essayer de les guérir de tous ces cauchemars qu'il faut au quotidien. C'est Ongwen qu'on condamne, soi-disant, comme dans la bataille contre la LRA, et il se retrouve en prison. Il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Mais chaque fois, je vous dis, je vous prends à témoin gosse, vous voyez un blanc qui commet un attentat au couteau ou bien au fusil, vous allez toujours entendre que non, il a des problèmes psychiatriques. Vous avez remarqué? Oui. Si c'est un arabe et un noir, là on dit c'est un terroriste, c'est un criminel. Mais quand c'est un blanc, la plupart du temps on dit oh, on a vu son dossier médical et il a des problèmes psychiatriques. Et Ongwen, lui, il est quoi? Il est victime, il est doublement victime que tous ces zozos et criminels dont on parle. Donc je crois qu'il faut que les Africains fassent très attention, ou bien les gens comme le Toba Lubanga. C'est-à-dire que nous on crie qu'il y a un génocide au Congo, et qu'est-ce qu'on trouve comme explication pour montrer qu'on a enfin arrêté ceux qui commettent le génocide à l'est de la République démocratique du Congo? C'est les gens comme les Thomas Lubanga. On se moque de qui? On se moque de qui? Donc, je pense sincèrement que la question ivoirienne et à travers cette élection-là revêt plusieurs considérants. Laurent Gbagbo de nouveau dans la bataille pour la reconquête du pouvoir politique en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo de nouveau président de la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo de nouveau reprenant le flambeau de sa marche en avant dans le cadre de l'unité africaine, parce que quand il crée son parti de PPACI, il dit, je le répète, je le reprends, mais il dit les Blancs nous blaguent. Il dit que vraiment, moi, président de la République, je vais en visite en Chine. Donc, Xi Jinping est président, moi aussi je suis président. Je vais en visite aux États-Unis. Il voulait dire par là qu'aucun de nos pays ne pourra s'en sortir seul. D'où la nécessité d'union si nous voulons peser suffisamment sur le plan international. Et c'est ça le sens de partie des peuples africains Côte d'Ivoire. Et il revient à la vieille structure de la RDA qui était le Rassemblement démocratique des peuples africains, malheureusement qui a été dévoyé par le traité de Faure-Boigny. Il faut dire ça comme ça ouvertement. Et vous vous souvenez que Ruben Oumyobé, n'est-ce pas, le secrétaire général de l'UPC, mon parti, avait écrit tout un pamphlet contre cet individu de Faure-Boigny qui a trahi l'Afrique et qui a trahi la Côte d'Ivoire. Il faut donc reprendre et bien repenser, n'est-ce pas, cette outil de combat qui est l'unité africaine comme condition sine qua non pour le développement de toute l'Afrique. Et c'est ça qui fait le charme aujourd'hui de l'AES, n'est-ce pas, de cette alliance-là, et à qui je vais continuer de réclamer au fort, comme ils disent pas qu'ils ont leur tempo, on n'a pas l'éternité avec nous, il faut qu'ils aillent rapidement vers une fédération des États de l'Afrique de l'Ouest, et non l'alliance. L'alliance, on a compris, mais maintenant qu'ils accélèrent le mouvement, parce qu'on ne va pas attendre indéfiniment. Il faut qu'ils aillent vers une fédération des États de l'Afrique de l'Ouest. Un seul État, et on verra comment on va procéder par rotation. Il y a 1000 possibilités pour que personne ne se sente lésé dans l'affaire. Il faut montrer aux yeux du monde que nous sommes décidés à unir nos destins, à nous réapproprier de notre histoire,
pour des victoires futures et pour une nouvelle Afrique qu'on va léguer à nos enfants. Et c'est en ça que, malgré toutes les difficultés, les violences, vous savez, vous passez des années dans un conteneur, dans l'extrême nord de la Côte d'Ivoire, à Korogo. Vous ne savez pas s'il pleut, s'il neige, s'il fait soleil, s'il fait nuit, s'il fait jour. On vous empoisonne. Ça, on le dit passer plusieurs fois. C'est le cas de Laurent Gbagbo. Vous allez à la CPI, vous faites quoi? 8 ans. Si je me trompe, vous allez me rectifier. Et vous rentrez de là, vainqueur pour un Africain. C'est le mythe de Toussaint Louverture qui a été brisé dans le mythe d'un résistant noir qu'on déporte pour le tuer. Je vous rappelle que jusqu'à là où nous parlons, le corps de Toussaint Louverture n'a jamais retrouvé Haïti. Et ils sont nombreux comme ça, les Africains qui ont été déportés et qui ont été enterrés ailleurs. Donc, vraiment, cette question électorale, elle n'est pas que ivoirienne. Elle n'aura pas que des bénéfices à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. C'est toute l'Afrique qui va se sentir galvanisée par cette victoire du continent africain, par cette victoire de la détermination de l'Afrique, par cette victoire de la lutte des peuples africains pour s'affranchir de toute forme de tutelle et toute forme de colonialisme. Simon Dey, il y a quand même une solution qui avait été trouvée par Alassane Dramane Ouattara, déclarant haut et fort que lui, Alassane Dramane Ouattara, Laurent Gbagbo ne devait pas être candidat à une prochaine élection présidentielle et de laisser l'opportunité à d'autres candidats, donc aux plus jeunes, d'être candidats. Cela sera respecté? Vous savez, monsieur Ngos, il y a un proverbe qui dit que on ne porte pas le caleçon avec deux mains parce que ça pèse. C'est la méthode. Si les téléspectateurs n'ont pas compris, qu'ils comprennent que je dis encore une fois, on ne porte pas le caleçon avec les deux mains parce que ça pèse. C'est la méthode. Il a beau raconter ce qu'il raconte. Oui. C'est quand tu as un moustique sur tes testicules que tu comprends qu'on ne résout pas tout par la violence. Et la violence va retrouver ce monsieur là où il est. Qu'il monte, qu'il descende. Parce que ce monsieur a tellement fait du mal aux Ivoiriens. Vous ne pouvez pas imaginer. Il raconte qu'il faut un jeune. Un jeune qui va partir de son parti ou bien du parti de Gbagbo. Le jeune va sortir, il va tomber du ciel. C'est un Ivoirien. Et l'expérience, comme je continue à le dire, de l'AES, de tous ces pays autour qui sont en train de sortir du précaré français, ça doit interpeller tous les jeunes africains. Quoi qu'on dise, comme mon camarade vient de dire, il faut faire une fédération. Quand un enfant vient au monde, il apprend d'abord à s'asseoir avant de se mettre debout et commencer à marcher. L'AES a commencé par l'Alliance. Qui se retrouvent, qui se regroupent, qui mettent déjà une monnaie et ils foncent. Maintenant, ils défendent tout ce qu'il y a devant eux. Si on commence par dire fédération, il y aura trouble dans le système. Les gens qui sont assis, ils ont déjà une petite fondation. Même si elle n'est pas solide, c'est une fondation. Donc, progressivement, ils vont évoluer. La preuve, bientôt, c'est le Tchad qui risque de rejoindre l'AES, le Sénégal et tout et tout. On va mettre en place une fédération. Ne soyez pas surpris que le précaré, tout le pays du précaré français devienne une fédération des États qui ont appartenu à un gouvernement de voyous qu'on appelle la France. Et excusez-moi de dire, je reviens sur tout ce que j'ai dit. Celui qui a été dans les histoires de la France était dans la souffrance. Et tant qu'on est avec la France, on est dans la souffrance. Donc, les choses vont changer. Gbagbo, qu'on le veuille ou pas, ce n'est même pas la vie de la France, de Ouattara qui compte. Le peuple ivoirien est déterminé à choisir un autre leader. Et un leader qui a prouvé qu'il a l'amour pour la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas deux qui l'ont prouvé. Gbagbo s'est sacrifié. Avec Blé Goudé, en parenthèse, bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais je dis celui qui s'est sacrifié. Il s'est sacrifié, il s'est laissé écraser par une armée française dans un palais présidentiel ivoirien. Les gens viennent bombarder un palais présidentiel. Vous dites qu'on appelle l'ONU, ou bien c'est l'eau qui est nue, ou bien ce sont les hommes qui sont nus là-dedans. Je ne comprends pas. Mais l'ONU n'a rien dit. La CPI a trouvé moyen seulement de prendre Gbagbo pour aller le garder quelque part pendant 20 ans, pour que leur affidé, Ouattara, leur donne ce dont ils avaient besoin. Ils ont réussi à endetter la Côte d'Ivoire pendant des générations entières. Ils ont fabriqué des histoires qu'on appelle ponts. Mais quand il pleut, les gens nagent. Non, et les gens qu'on a déguerpis vivent sous le pont. Ils vivent sous le pont. Alors, ça c'est le progrès. Ça, c'est le progrès, je voudrais qu'on me dise. Parlant justement de la France, pensez-vous que la France est prête à laisser
la Côte d'Ivoire entre les mains d'un patriote. On demande l'avis de la France pour prendre notre pays. C'est notre pays, c'est notre continent, c'est notre pays. On n'en a rien à foutre de la France. La France, c'est qui? Moi, je peux aller en France parler. Le professeur Mbele peut aller en France parler. Les nationaux ont le droit de faire ce qu'ils veulent de leur pays. La récréation est terminée, monsieur Ngos. La France a passé tout son temps à vous nous prendre pour des idiots. Et il y a un monsieur qu'on appelle Macron. Il est venu nous ouvrir les yeux. C'est-à-dire, si les yeux étaient un peu fermés, il les a écarquillés avec son histoire de LGBT. LGBT, c'est quoi? Le mariage LGBTQIA+. Voilà. Si vous voulez. Il nous a ouvert les yeux. Et maintenant, vous voyez que partout dans les pays africains, il y a les débats ouverts sur ce qu'on ne pouvait même pas imaginer hier. Donc, ce qui fait que on n'avance pas pour reculer. On n'avance pas pour reculer, on avance pour atteindre l'objectif. Et on est en train d'avancer. L'Afrique ne pourra plus reculer, qu'on le veuille ou pas. Et ça, l'avance, la vie d'un petit pays qu'on appelle la France ne compte pas. Je suis désolé. Ils ont déjà tout perdu. Je dis même tout. Bientôt, la monnaie de l'AES va sortir. Le Sénégal va se mettre là-dedans. Le Tchad, plusieurs pays vont se mettre là-dedans parce que cette monnaie esclavagiste qui nous tient depuis la nuit des temps, avec ça, la France prend tout gratuitement dans les pays africains. Gratuitement. Je dis, ils ne payent même pas un copec pour quoi que ce soit. Tout ce qu'ils payent est gratuit. Avec ça, vous voulez qu'on leur laisse? C'est pour ça que moi, je passe tout le temps à dire, apprenez le boycott de tous les produits français. Parce que plus vous donnez l'argent français, plus ils arment les rébellions dans vos pays, on vous tue. Pendant qu'on vous tue, ils prennent l'uranium et le pétrole et le gaz, tout ce qu'ils veulent gratuitement. Et ils vous échangent avec des biens que vous ne pouvez pas aller dans une petite boutique en France acheter quelque chose avec leurs histoires de CFA. Alors c'est bon seulement pour l'Afrique, pour des esclaves de maison que nous sommes devenus, des esclaves de toilette que nous sommes devenus. Il est temps qu'on change, qu'on mette un terme à ce mépris, à cette insulte, à ce viol, à ce... Non, les mots manquent. Nous qui n'avons pas été en classe, là, c'est compliqué de trouver les mots bien pour pouvoir expliquer. Parce que nous, les indigènes, là, on n'arrive pas à trouver les vrais mots à leur place. Mais n'importe comment, on va chasser la France de tous les pays africains. Parce que c'est intolérable. Regardez à peu près un pays, des pays africains. On est venu leur imposer le français. On leur a imposé la religion. On leur a imposé la culture des autres. On ne juge que par les noms des chercheurs français. Vous, les écrivains ou bien les historiens, on ne juge que par leurs noms. Les noms de nos gens qui ont fait des recherches, qui ont souffert, on oublie. Quand tu ne sais pas le nom des Français pour soutenir une thèse, non. On se fout de toi, tu n'es rien. Non, cette histoire doit changer. Or, l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. La première université au monde était en Afrique. Dans l'empire du Mali, le premier milliardaire du monde entier était noir. On nous a fait croire qu'on n'était rien. On n'était rien et on a accepté. Et aujourd'hui, on voit des petits Tintins qui sont de nulle part pour venir donner des leçons aux Africains qui est le terreau de l'humanité. L'Afrique, c'est la base de l'humanité. Il n'y a aucun pays au monde qui a les connaissances que l'Afrique a. Regardez dans le monde entier. Les inventeurs de n'importe quoi. Tout ce que vous voyez là sont les Africains qui l'ont fait. Moi, on ne vous le dira jamais. Ce sont les Noirs qui l'ont fait. Il est temps qu'on mette un terme à cette histoire parce que quand tu ne sais pas d'où tu sors, tu ne sauras jamais là où tu pars. Et c'est qu'on a réussi à nous faire croire qu'on n'a jamais rien fait et que nous sommes les derniers de la classe. Donc, j'interpelle ici tous les Africains. Qu'on se mette désormais ensemble pour mettre un terme à la présence des Français dans tous les pays africains. Qui rentrent dans un petit village, s'ils veulent venir ici, on les autorise à venir s'installer. C'est terminé la récréation. Les petits malins qui viennent faire dans les pays africains, on leur donne des états de terrain. Je dis encore une fois, les Africains doivent se mobiliser pour rentrer dans l'agriculture, produire ce qu'on consomme et consommer ce qu'on produit et mettre un terme à l'importation de toutes ces maladies qu'on nous envoie en Afrique. C'est valable pour tout le monde. Si on ne le fait pas, demain ne soyez pas surpris qu'on passe par l'alimentation pour nous empoisonner. Avec vos germes modifiaments. Les OGM. Attendez, c'est pour l'Afrique, c'est pas pour vous avez entendu ça ailleurs. C'est l'Afrique. On vise l'Afrique. Parce qu'on veut une Afrique sans les Africains. Je vois tous les gens courir dans les pharmacies pour payer les poisons, pour s'empoisonner. Après, ils courent dans les supermarchés pour payer les machins, les produits alimentaires où on a changé de date de péremption en France. On change de date, on envoie. C'est la loi. Simple.
Simple. Sinon, on est en plein dans des histoires de la France-Afrique, n'est-ce pas, dans les histoires de la barbouzerie française où on pense qu'on va encore intimider les gens par les armes, on va encore tuer des milliers de personnes, plus de 20 000 morts, comme ce fut le cas pour une crise post-électorale. Une crise post-électorale. Tout simplement parce que Bobarba avait demandé de compter des voix, ça a abouti à une guerre avec tout ce que nous avons connu. Je suis aujourd'hui heureux que les pays de l'AES fassent leur mieux, mais ils comprennent très bien que les mercenaires qui sont venus et de Burkina, et de Niger, et de Mali, pour tuer les Ivoiriens, je crois qu'ils ont une dette morale vis-à-vis du peuple de Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et c'est ça, et c'est même la raison pour laquelle le retour aux affaires du président Laurent Gbagbo serait la meilleure manière pour eux de se réconcilier avec son peuple, dont certains de leurs filles et fils ont contribué, n'est-ce pas, à transformer en rivière de sang et en rivière de larmes. Donc, je crois qu'il faut qu'on fasse attention, qu'on ne se laisse pas piéger par le fait que le président Ouattara aurait dit que ce n'est pas lui qui dit, c'est la loi, c'est la constitution qui doit respecter full stop. Il ne s'agit pas de laisser Ouattara se substituer, n'est-ce pas, à la constitution ivoirienne, à la loi, aux lois de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On n'est pas là pour, comment dire ça, assouvir ses désirata. Il est hors jeu par rapport à la loi qui s'écarte et qui laisse la constitution normalement être appliquée ou bien applicable pendant ce processus électoral-là, et que les Ivoiriens, en toute connaissance de cause, si les Ivoiriens estiment qu'ils n'ont plus besoin de quelqu'un comme Laurent Gbagbo qui est vieux, malade et tout ce que, n'est-ce pas, leur propagande a dit, c'est aux Ivoiriens de décider. Sinon, nous ne sommes plus dans ce qu'eux-mêmes appellent la démocratie. Vous ne pouvez pas au même moment applaudir ce qui s'est passé au Sénégal et de notre côté commencer à faire des choses qui n'ont rien à voir avec le respect justement de la mère de loi, de la loi fondamentale. Donc il faut dire à M. Ouattara que ça ne marchera pas comme ça. Il ne faut même pas que les gens abordent la question sur cet aspect-là. Les Ivoiriens sont matures, ils savent par quoi ils sont passés, donc c'est à eux, n'est-ce pas, de choisir le porte-parole, n'est-ce pas, qui va, pendant une période bien déterminée, leur porte-parole, prédestiné à leur avenir, sans qu'une quelconque contrainte, ni de M. Ouattara, ni de la France, ni de l'Union européenne, ni de l'ONU, ni même de l'Union africaine, ni de qui que ce soit, vienne entraver, n'est-ce pas, cette volonté-là, à reconstruire la dignité ivoirienne et à faire de nouveau la Côte d'Ivoire un véritable phare qui va continuer à éclairer toute l'Afrique. Il y a également deux jeunes quand même qui sont toujours en lice. Je parle également de Guillaume Soro et sans oublier Charles Bégoudé. Faut-il les mettre de côté eux aussi rapidement parce que on ne va pas oublier qu'ils avaient également reçu 20 ans de prison ferme venant quand même des autorités ivoiriennes. Le problème c'est que... Je pose la question à vous deux. Oui, le problème c'est que ce n'est pas le nom des candidats qui m'intéresse. Le programme politique de chaque candidat, ils viennent faire quoi? C'est là la question. Le nom qu'ils aient fait des choses à un moment ou à un autre, je veux connaître le programme. Oui. Si c'est pour lutter contre le colonialisme, le franc CFA, je me mets derrière eux, tel que ça ce qu'ils sont. Ce n'est pas l'être humain qui m'intéresse, c'est le programme politique. Et nous, malheureusement, à l'UPC, on nous a appris à respecter les programmes politiques et non les gens qui sont à la tête des partis. Parce que les hommes passent, mais les partis demeurent. La preuve, l'UPC, il y a des petits gens, sûrement que je fais un peu... Allez-y. C'est que certaines personnes, aujourd'hui, c'est le camp de l'UPC, mais ils sont en train de manger avec les ojolatistes, ce qui est interdit dans l'idéologie. Ils sont même des ojolatistes. Ils sont. Alors, vous imaginez que moi, demain, on me dit, voilà un monsieur qui vient pour libérer la Côte d'Ivoire et qui se met ensemble avec la France pour prétendement, je ne vais jamais être avec lui. Je veux savoir ce qu'il vient faire pour le peuple. C'est ça l'essentiel. Que ce soit n'importe quoi, ça ne m'intéresse pas. Mais ce qui est sûr, on a vu ce que le président Gbagbo a fait pendant qu'il était là. On a vu, on l'a vécu. Donc, il n'y a même pas de doute là-dessus. Il se sacrifiait pour ça. Les autres, maintenant, j'ai même un peu de doute. C'est le programme qui m'intéresse. Le nom de la partie ne m'intéresse pas. Le programme. Quelqu'un montre un programme. Si c'est bon, je vais dire, monsieur, si ce monsieur peut faire comme les gens de l'ASE, pourquoi ne pas le faire? S'il peut faire comme Sonko et Faye, pourquoi pas? C'est ce qu'on veut en Afrique aujourd'hui. Le nom ne m'intéresse pas. Si c'est n'importe qui, mais qui peut respecter l'idéologie panafricaine pour dire on doit être souverain. Parce qu'aujourd'hui, M. Ngous, vous pensez que si le paradis existait, les gens allaient venir nous parler du paradis, ils devaient aller s'installer là-bas et fermer les portes. Vous laissez en enfer. Si la démocratie était une bonne chose,
On allait venir en Afrique avec la démocratie. Quand quelqu'un, quelque part, pose un acte, que les Occidentaux applaudissent, moi je sais que c'est un traître. Quand les Occidentaux sont contre, je sais que c'est quelqu'un qui travaille pour le pays. Voilà ma conclusion. Quand les Occidentaux applaudissent quelqu'un pour les actes qu'il pose, moi je le classe. Quand on se met à lutter contre lui, la preuve, vous avez vu Gbagbo, la bataille qu'on a menée pour le sortir là-bas, parce qu'il ne chantait pas la musique de ces gens-là. Et il ne la dansait pas non plus. Il ne la dansait pas non plus. Donc voilà mes conclusions. Il faut savoir mettre un terme à certaines relations qui ne nous servent à rien. On a assez vécu la barbarie de ces gens. Il est temps qu'ils se mettent à côté, qu'ils nous foutent la paix, qu'ils enlèvent leurs genoux sur notre cou. Voilà. Mais il faut également que les Africains prennent conscience aussi. Ce que vous avez fait, ils n'ont pas pris conscience. Nous, on parle comme ça parce que vous nous avez fait prendre conscience, monsieur aussi. On vous comprend parfaitement, Simon D. Je retourne justement vers vous. Patient parfait d'homme, je vous parlais justement de Charles Blé Goudé, Guillaume Soro qui veut revenir également pour être candidat à l'élection présidentielle de 2025. Seront-ils écartés aussi, même si on sait pertinemment que Guillaume Soro, lui aussi, plane une épée de Damoclès 20 ans. Apparemment, de ce côté-là, on a partagé 20 ans à tout le monde. Écoutez, je serais un peu indulgent vis-à-vis de Blé Goudé, même si, comme je vous l'ai dit, il a certains aspects de sa démarche actuelle avec lesquels je ne suis pas du tout en accord. En accord, oui. Mais en ce qui concerne M. Soro, ça serait uniquement sur le principe, n'est-ce pas, de permettre à tout le monde de pouvoir compétir. Mais la Côte d'Ivoire, elle est aujourd'hui, bien évidemment en partie à cause de la polémique, de l'attitude de M. Soro, qui n'a pas su attendre, qui n'a pas su être au service de son peuple, qui a cru que tous les coups sont permis, qui a cru que toutes les félonies et toutes les trahisons sont possibles en politique. Mais j'ai un peu même à la limite pitié de lui aujourd'hui, quand je vois ce à quoi il est réduit. Vous savez, on peut avoir toutes les richesses du monde, mais demeurer un pauvre type. Soro a cru que les honneurs, les lucres, l'argent, le pouvoir étaient suffisants. Il n'a pas, comme Simon dit, il n'a pas véritablement été à l'école du président Laurent Gbagbo. Parce que l'école du président Laurent Gbagbo, c'est quoi? C'est la dignité. L'humilité, c'est l'amour pour sa patrie. Ce n'est pas répondre à toutes les sirènes, n'est-ce pas, qui vous font croire qu'il suffit de vendre votre âme au diable, de trahir son propre peuple, et on fera de vous le calife. Non. Et il a vu ce qui se passe là. Ça aurait pu être une question qu'on peut aborder avec beaucoup de détachement. Mais moi, j'ai rencontré les victimes de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Je parle par exemple de notre ami Paul Docui, père son âme, qui était le représentant de Ouer en exil. C'est terrible. Il n'y a pas que les Ouer, évidemment. Des peuples bêtés, même les peuples baoulés, ce fut terrible. On vous parle des milliers de morts, Ngos. On vous parle des milliers de morts. Et là, Soro dit, je vais demander pardon, je vais. N'avait-il pas réfléchi quand il se mettait dans ce complot incestueux contre son propre peuple? La décence aurait voulu que de Soro puisse dire, je reviens me mettre au service de mon peuple. Mais pas de dire que je reviens pour être candidat, pour diriger la Côte d'Ivoire. Au vu de ce qu'il a causé, comme choix. Quand il écrivait son livre, pourquoi je suis devenu rebelle, il ne savait pas que cela aurait des conséquences. C'était quel exemple? Quel exemple Soro peut être aujourd'hui pour la jeunesse africaine? L'exemple de la trahison contre son peuple. L'exemple de ce jeune-là qui est prêt à massacrer son peuple parce qu'il veut le pouvoir. Je ne veux pas m'acharner contre lui. Il est en exil. Et l'exil n'a jamais été facile. Nous qui sommes les suprécistes, nous savons de quoi nous parlons. Il est en train de rentrer, hein? Mais quand je le vois je pense même qu'il n'est même pas en bonne santé. J'ai l'impression qu'une certaine fiole est passée par là. Mais je dis quand même aux Africains de faire attention. Les exemples comme l'exemple de Guillaume Kibafouri Soro doivent vraiment nous parler. Là, alors vraiment nous parler. Pas comme les Camerounais, à chaque petite étincelle en Afrique, on dit tel, le Sénégal nous parle, la Côte d'Ivoire, le Mali nous parle,
comment on dit ça, le Burkina ne parle, eux tous les parlent, mais eux ne parlent à personne. C'est quand même quelque chose de curieux. Comment ils ne parlent pas? Mais je peux pas. Avec la misère qui c'est ces gens-là qui ne pensent pas que c'est eux-mêmes qui devaient parler au continent africain, mais ils pensent que c'est les autres qui doivent leur parler. Le Cameroun, c'est quand même le seul pays en Afrique francophone noir au Sud-Sahara à avoir pris les armes contre l'occupant blanc. Oui. Ce n'est pas simple. Le Cameroun, c'est quand même le pays où on a fait 6 mois de villes mortes. Ah ouais. Ce n'est pas simple. Le Cameroun, c'est quand même le pays où on a eu les émeutes de la faim, soi-disant. En réalité, qui étaient des émeutes contre la modification de la Constitution. En février 2008, avec son cortège de centaines de morts. Donc quand les gens me disent que tel nous parle, c'est comme si au Cameroun, le Cameroun n'est pas un pays de résistants, il faut faire attention. Donc, et le Cameroun, ce n'est pas n'importe quel pays. Et c'est pour ça que justement, on voit comment c'est lent à se dénouer pour que nous puissions nous réapproprier de notre souveraineté, mais ça viendra. Parce que, père à son âme, c'était un musicien, Chaps, qui disait « Tolen, Toyani, Tonoma, Kodaye, c'est alors ». Bon, ceux qui veulent, comment dire ça, la traduction, vous allez appeler Sylvie Solengos, il vous le dira. Donc honnêtement, je pense qu'il est de bon ton que pour des élections apaisées, sereines, qu'il n'y a pas d'obstruction à qui que ce soit d'être candidat. Mais aux uns et aux autres, surtout à M. Soro Kibafouri, n'est-ce pas, Guillaume, c'est de lui dire, cher frère, je pense que, comme disent les chrétiens, il faut que tu acceptes de passer d'abord par le purgatoire. Parce que les affres que tu as commis en Côte d'Ivoire, c'est difficile que très rapidement le peuple ivoirien passe tout cela par perte et profit. Purgatoire, c'est ce que j'ai. Je ne sais pas, allez savoir. Merci à vous, patient parfait d'homme d'affaires, d'avoir été avec nous cet après-midi. Simon D est vraiment un Merci à vous également, Simon D, d'avoir été avec nous cet après-midi. Merci beaucoup. Je voudrais sortir par un proverbe en disant ceci: la colère d'une souris ne peut pas faire trembler le chat. La colère d'une souris ne peut pas faire trembler le chat. Voilà. Eh bien, on vous comprend parfaitement. Et bien, quelque part, dans ma langue, ça signifie également autre chose. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette édition de Parole panafricaniste. Au plaisir de vous retrouver très bientôt. Restez sur notre chaîne, mais surtout, n'oubliez surtout pas, eh bien, la guerre n'a qu'un seul vrai héros, la mort. Et la mort se moque bien de la victoire. Bonne journée à toutes et à tous.